Donc, aujourd'hui, comment je vais procéder? Donc, je sais que le rôle de la présentation, c'était vraiment un petit peu de jeter les bases, donc parler un peu, discuter un peu des ouragans, de certains principes de modélisation avant justement d'entrer dans le détail de comment nous avons procédé. Donc, je vais passer quelques minutes pour discuter dans le fond de ce que sont les ouragans, puis justement comment ça affecte potentiellement le Québec et le Canada. Puis on va aussi parler de notions, bon, on va aussi parler des impacts sur l'assurance, la réassurance, la gestion des risques financiers, donc comment ce dossier-là évolue, dans le fond, en Amérique du Nord et à travers le monde. Donc, je vais discuter ensuite de quelques-unes de nos questions de recherche qui sont importantes pour ces travaux. Ensuite, dans la deuxième section, on va regarder justement les grandes lignes de la méthodologie. Donc, comment justement faire le pont entre les approches physiques et stochastiques là, pour pouvoir faire la modélisation ici en général de risques climatiques et aussi, dans le fond, avec une application particulière ici pour les cyclones tropicaux. Puis ensuite, donc, entrer plus dans le vif du sujet, donc la modélisation concrète qu'on a proposée pour pouvoir comprendre les impacts des changements climatiques sur, par exemple, le nombre de personnes déplacées, puis nécessaire évidemment pour la modélisation des risques financiers. Donc, ces travaux sont avec Roberto ici qui est dans la salle. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un ouragan? En fait, l'ouragan, c'est un terme qui est spécifique, qui est utilisé dans le fond pour ce qu'on appelle un cyclone tropical. Donc, un cyclone tropical, c'est le terme qui est le plus générique d'un point de vue climat. Donc, c'est un système si je me déplace, je pense que le micro, ça ne fonctionnera pas bien. Je vais juste me maintenir ici. Donc, c'est un système à basse pression qui prend vie dans les eaux tropicales, donc pas nécessairement à l'équateur, mais à quelques degrés au nord ou au sud, dans le fond, de l'équateur. Donc, c'est formé par un nuage qui, dans le fond, en forme de spirale, donc qui tourne, et c'est caractérisé par des vents de surface qui sont en rotation. En fait, la localisation du cyclone tropical et surtout la vitesse des vents va venir déterminer le nom qu'on va attribuer au cyclone tropical. Donc, typiquement, lorsque les vents sont plus grands que 17 mètres par seconde, on appelle ça des tempêtes tropicales. Et quand ça dépasse 34 mètres par seconde, l'intensité des vents, donc un cyclone tropical va s'appeler ouragan, soit dans l'Atlantique Nord ou dans le Pacifique Est. Dans le Pacifique Nord-Ouest, ça va s'appeler typhon. Puis ailleurs, on utilise principalement le terme générique. Donc, ouragan, c'est le terme souvent utilisé en Amérique du Nord et aussi dans l'Atlantique Nord et dans le Pacifique Est. Quels sont les principaux impacts des ouragans? Donc, les impacts, les conséquences liées au vent, aux inondations intérieures, les inondations côtières. Donc, ici, quelques images là, qui ont illustré, dans le fond, les impacts, soit à droite de l'ouragan Fiona, quand ça a frappé la côte est du Canada. Au milieu, dans le fond, les inondations à l'intérieur des terres, donc à cause des précipitations extrêmes, donc suite à l'ouragan Harvey. Puis à gauche, c'est assez générique, là, assez typique, là, dans le fond. Je vais en voir les palmiers qui vont plier en raison du vent. Donc, typiquement, l'impact des ouragans est mesuré par l'échelle Saphir-Simpson. Donc, c'est une échelle qui mesure l'intensité, mais qui est seulement concentrée ou liée, disons, à la vitesse des vents. Donc, on parle de catégorie 1 à 5 pour les ouragans. Donc, sinon, c'est tempête tropicale ou dépression tropicale quand c'est moins fort que catégorie 1. Il y a aussi beaucoup de discussions sur devrait-on avoir une catégorie 6 d'un point de vue d'ouragan parce que justement, la vitesse des vents, donc il y en a, évidemment, on en voit qui sont très, très puissants. Donc, mais généralement, c'est un débat là, qui n'est pas encore tout à fait réglé. Donc, l'échelle de Saphir-Simpson, ça fait quand même plusieurs décennies que ça existe. Donc, d'un point de vue d'impact, ici, j'ai relevé quand même certains éléments super importants. Donc, ici, l'impact des vents, donc, sont soit mesurés donc, de façon soutenue pendant 1 minute ou pendant 10 minutes. Donc, il y a eu l'ouragan Patricia dans le Pacifique Est qui a eu un record d'intensité, donc des vents de 345 km/h. Donc, c'est évidemment énorme, là. Donc, déjà à 250 km/h et plus, c'est vraiment majeur. Donc, là, ici, c'est l'ouragan le plus fort là, qui a été enregistré sur la planète. En termes de pluie, donc évidemment, ça vient avec des précipitations extrêmes, donc qui peuvent causer des inondations pluviales et fluviales, donc débordement de cours d'eau ou une accumulation d'eau, par exemple, en milieu urbain,
Donc, suite à l'ouragan Harvey, donc, il y a eu un record qui a été enregistré de 1538 mm aux États-Unis, donc 1,5 mètre d'eau, donc c'est vraiment évidemment énorme. Donc, c'est ce qu'on a déjà observé. Pour référence, je vais parler de l'ouragan Debby. Donc, on a eu au maximum 200 mm d'eau, par exemple, au Québec. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus élevé. Les ondes de tempête qui vont causer des inondations côtières. Donc, on parle ici, par exemple, donc suite, dans le fond, à la chute de pression après le passage ou pendant le passage de l'ouragan. Donc, ça va venir vers l'élévation du niveau de l'eau. Puis, combiné avec les vents, donc ça va créer des vagues qui vont ravager les côtes, dans le fond, les régions côtières. Et donc, comme on peut voir ici là, à droite, donc pour les structures, les bâtiments qui sont construits le long des côtes, qui sont évidemment vulnérables aux ondes de tempête. Au Canada, donc on a quand même des occurrences d'ouragans quand même assez fréquentes. Donc, évidemment, pas aussi fort, on n'est pas aussi exposé qu'en Floride. Ceci dit, l'ouragan qui a peut-être ouvert les yeux le plus à travers le Canada du risque d'ouragan, c'est l'ouragan Asa en 1954, donc qui a frappé dans le fond l'Ontario, qui a créé des inondations vraiment importantes dans la grande région de Toronto. Donc, il est tombé 200 mm de pluie en 24 heures, causé 81 morts, amené à 81 morts et mené à 1 milliard de dollars. Donc, les dommages ont été évidemment ramenés en dollars d'aujourd'hui avec l'exposition de l'époque. Sinon, assez régulièrement sur la côte Est, donc soit qu'on a des ouragans qui créent des ondes de tempête ou bien des pluies extrêmes. Donc, on a l'ouragan Juan, Igor, Sandy, Dorian. Sandy, d'ailleurs, dans le sud du Québec, là, qui avait créé quand même quelques dommages, des vents, mais surtout la pluie. Donc, à chaque fois, on parle de 100, 200 millions de dollars de dommages pour chacun de ces événements. Sinon, l'ouragan Fiona donc, a frappé la côte est du Canada en 2022, donc des vents de près de 200 km/h dans l'est du pays, record de pluie de 212 mm observé en Nouvelle-Écosse. Ça a causé près de 1 milliard de dommages assurables et 3 morts également. Donc, évidemment, on est quand même exposé et je vais aussi évidemment parler de l'ouragan Debby, donc du 9 août 2024. Donc, au Québec, c'est l'événement climatique qui a causé le plus de dommages assurables au Québec. Donc, on parle de 2,5 milliards de dollars. Si on compare, par exemple, à la crise du verglas de 98 ou le déluge de 1996, en dollars d'aujourd'hui, donc 2,5 milliards, c'est supérieur. Si on ramène les dollars de 1996 ou 98 en dollars d'aujourd'hui, on est près quand même du 3 milliards. Là. Donc, quand le BAC, le Bureau d'assurance Canada, dit que c'est l'événement le plus coûteux, c'est vraiment en mesurant juste les pertes observées là, donc à chaque époque. Il est tombé entre 100 et 150 mm de pluie en 24 heures dans le sud du Québec. Donc, tout près de Sorel, on a observé 221 mm de pluie. On peut voir à droite la trajectoire de l'ouragan Debby, donc qui a, comme on peut le voir, là, vraiment traversé le Québec là, le long du fleuve Saint-Laurent. Aux États-Unis, 510 mm de pluie à Sarasota, donc c'est quelque part au milieu de la Floride, juste ici. Donc, record de plus de 500 mm. D'ailleurs, le comté de Sarasota qui a été frappé de nouveau en raison de l'ouragan Milton. Donc, ici, principalement les vents, les ondes de tempête. Donc, 2 fois quand même dans un intervalle de temps très rapproché, donc le mois d'août et le mois de septembre-octobre. Donc, ça a causé évidemment des inondations en Floride, mais à plusieurs endroits de long la côte est des États-Unis. Donc, on peut se demander, évidemment, quels seront les impacts des changements climatiques sur les cyclones tropicaux et ses différentes caractéristiques. Donc, quand on regarde, dans le fond, la littérature, le rapport, par exemple, du GIEC, donc il y a les différents papiers aussi, différents articles qui recensent la littérature. Donc, il a été établi, dans le fond, différents niveaux de confiance. N.C, c'est le niveau de confiance. Donc, voici certaines caractéristiques. Donc, sur la fréquence du nombre de cyclones tropicaux, donc, ce qui est attendu avec un niveau de confiance moyen, c'est quand même une légère diminution du nombre total. Par contre, on s'attend à ce que l'intensité des vents, l'augmentation moyenne, il y a une augmentation en moyenne, donc avec un niveau de confiance moyen élevé, ce qui fait avec une proportion donc de catégorie 4 et 5 plus élevée.
C'est juste qu'au total, si la fréquence pouvait diminuer, si on s'attend à ce que la fréquence diminue légèrement, alors que la proportion de cyclones de 4 et 5 augmente, c'est pas clair au total combien d'ouragans de 4 et 5 on pourrait avoir dans le futur. Là où c'est plus inquiétant, c'est du point de vue des inondations et des précipitations. Donc, il y a un niveau de confiance élevé à très élevé, très élevé pour des pluies plus intenses, donc plus de pluie sur de courts intervalles de temps. Puis ça, si on combine ça à l'augmentation du niveau de la mer, ben, ça fait qu'évidemment, les régions côtières, les régions urbaines plus profondes dans les terres sont susceptibles d'être inondées plus souvent en raison des précipitations plus intenses. Autres éléments, vitesse de déplacement, selon la littérature. Donc, la vitesse de déplacement, c'est important pour les ouragans parce qu'évidemment, si on a une tempête qui a énormément d'humidité, énormément d'eau, puis qui bouge, qui se déplace vraiment moins rapidement, bien, ça veut dire qu'il va y avoir plus de pluie qui va tomber au même endroit dans un court intervalle de temps, alors que si la tempête se déplace plus rapidement, donc la même quantité d'eau, d'humidité, donc va être déversée sur un plus grand territoire. Donc, présentement, le niveau de confiance est relativement faible par rapport à un ralentissement du déplacement des ouragans. Il y a beaucoup de discussions, donc cet été, quand je suis allé en congrès sur les ouragans, sur la rapidité de l'intensification. Donc, si vous avez suivi, par exemple, dans le fond, l'ouragan Milton dans le golfe du Mexique, donc c'est intensifié extrêmement rapidement avant de toucher terre sur la côte ouest de la Floride. D'un point de vue d'assurance et réassurance, bon, évidemment, dans le fond, l'assurance, la réassurance des cyclones tropicaux, ça cause des enjeux quand même importants. Donc, premièrement, bon, si on regarde la plupart des actifs qui sont exposés aux cyclones tropicaux, donc qui se trouvent aux États-Unis et au Japon, évidemment, il y en a d'autres régions, il y a d'autres bassins qui sont exposés aux ouragans, mais en termes de valeur assurable ou réassurable, donc c'est principalement dans ces deux pays. Donc, ce qui fait que, en termes de gestion de risque, c'est plus difficile à diversifier. Donc, les fondements de l'assurance et de la réassurance fait en sorte que c'est un peu plus difficile. Il y a de plus en plus de pression sur l'assurabilité le long des côtes. Bien, premièrement, parce qu'il y a l'élévation, évidemment, du niveau de la mer. Là, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport aux ouragans, donc sur la quantité de pluie. Donc, les réassureurs, évidemment, sont un acteur extrêmement important dans la gestion des risques des ouragans à travers le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde des assureurs américains, bon, oui, en théorie, les dommages dus au vent et à l'eau sont assurables, mais ça devient difficile. Donc, il y a beaucoup de pression sur l'industrie, même les programmes publics, pour pouvoir couvrir les dommages des ouragans. Donc, par exemple, typiquement les dommages par l'eau, donc les inondations, c'est couvert par le NFIP, le National Flood Insurance Program. Mais les dommages par les vents, ce qui vient des ouragans, donc les assureurs privés commencent à avoir de la difficulté justement à cause des réassureurs. En Floride, il y a la Citizens, qui est maintenant une société d'État. Donc, c'est un organisme sans but lucratif, donc une société d'État en Floride pour pouvoir justement prendre en charge les citoyens qui sont plus assurables dans le marché privé. Il y a des États qui ont organisé aussi des fonds d'assurance. Donc, ça devient quand même de plus en plus difficile, dans le fond, l'assurance, la réassurance liée aux ouragans le long des côtes. Puis évidemment, ben, sans assurance, ben, ça devient difficile d'aller chercher une hypothèque, ça peut avoir des impacts sur l'immobilier. Ceci dit, il semble encore avoir une très, très forte demande pour pouvoir s'établir le long de la plage, malgré l'exposition aux ouragans. Donc, ça amène les gens à peut-être à construire de façon moins vulnérable, donc être davantage protégés. Donc, avoir des bâtiments qui sont moins vulnérables, plus résilients face aux ouragans. Donc, ici, assurance, réassurance liée aux ouragans, de façon encore plus large, il y a encore, évidemment, le marché de l'assurance, la réassurance, les banques, donc les institutions financières, et même en général, la plupart des organisations subissent la pression provenant des investisseurs et des régulateurs pour, d'un côté, décarboner les portefeuilles d'investissement. Donc, on pousse vraiment beaucoup, par exemple, les régimes de retraite, c'est un exemple, à investir dans des actifs qui sont plus verts, donc qui vont favoriser, dans le fond, la transition énergétique. Que ce soit les banques ou même les régimes de retraite ou n'importe quelle corporation, donc divulguer les impacts et tester la résistance face à des scénarios climatiques. Donc, ça va devenir de plus en plus important, donc par les régulateurs, imposé par les régulateurs
de calculer les impacts financiers de différents scénarios climatiques. Donc, si on se positionne, par exemple, à l'an 2100, une augmentation de plus 3 degrés, bien, quels seraient les impacts financiers de ce genre de scénario climatique? Donc, tout ça, dans le fond, c'est discuté, ça commence à se mettre en place dans différents pays. C'est grâce aux travaux du Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, donc le TCFD, donc, qui a été mis en place par, la plupart des pays riches, donc pour pouvoir établir des règles à suivre si on avait justement à divulguer les impacts des scénarios climatiques. Donc, ça fait en sorte que déjà au Royaume-Uni, avec le Bank of England, il y a une réglementation qui commence à se mettre en place sur évaluer, dans le fond, les différents scénarios climatiques. La Nouvelle-Zélande également, je pense que ça a été la première à mettre ça en place. Et le Canada, donc ça s'en vient. Donc, on a les exercices de normaliser le scénario climatique là, qui viennent du BSIF. Donc, depuis mars 2023, donc à chaque 6 mois, 1 an, là, il y a des nouveaux exercices et des nouveaux scénarios normalisés là, que les compagnies doivent évaluer. Donc, tout ça nous amène essentiellement à vouloir évaluer ce qu'on appelle maintenant le risque physique. Donc, les impacts sur la fréquence et la sévérité des pertes liées aux événements climatiques. Donc, ça, l'évaluation du risque physique, évidemment, pour que ce soit l'industrie de l'assurance, la réassurance, les gouvernements, évidemment, ça a des impacts vraiment importants. Donc vraiment, évidemment, il y a une pression vers ce type de recherche-là. Donc, les questions qu'on va essayer de répondre le plus possible, c'est ce que je m'intéresse beaucoup dans mes travaux de recherche, c'est comment quantifier les impacts financiers des changements climatiques. Ici, par exemple, sur les ouragans, mais ça peut être la même chose pour les inondations, les feux de forêt. Ultimement, l'objectif, c'est de dire, OK, ben, c'est quoi le lien donc, combien ça pourrait coûter, par exemple, comment ça pourrait affecter la profitabilité ou la solvabilité même d'une institution financière si, par exemple, on subissait une augmentation de la température globale de 1,5, 2,5 degrés. Donc, ça, c'est un des objectifs, justement, de l'évaluation des risques physiques. Puis, ultimement, ben, il faut traduire ces scénarios-là en probabilité, puis regarder ça sur différentes années, donc sur différents horizons de temps. Donc, pas juste dans les 3-4 prochaines années, mais souvent sur quelques décennies. Donc, la quantification des impacts financiers, par exemple, des changements climatiques, que ce soit sur les ouragans ou sur d'autres aléas naturels, bien, en fait, dans le fond, ça a des applications pas juste pour l'industrie de l'assurance ou l'industrie des services financiers, mais aussi pour les gouvernements, les États, les provinces, les municipalités, les services publics. Donc, on parle de la planification du territoire au sens très large, bien, c'est super important. Donc, si on a installé justement, que ce soit des installations électriques, des centrales, ben, il faut être capable d'évaluer les périodes de retour, les horizons de temps pour voir justement établir l'impact, par exemple ici, des ouragans sur la centrale. Que ce soit une centrale nucléaire, d'électricité ou peu importe. Donc, l'objectif, bien évidemment, une des questions, ça pourrait être justement d'adapter, dans le fond, d'améliorer notre adaptation face au changement climatique. Puis l'objectif, ben, c'est justement ce passage des sciences du climat à la gestion des risques financiers. Donc, on est vraiment en mode prospectif, penser en termes de scénario climatique, puis ramener tout ça ultimement en termes de dollars, en fait, de dollars de perte, de probabilité, donc qui peut évidemment parler en termes de gestion des risques. Je peux juste poser une question sur la précédente. Oui. Là, quand tu parles de mesures d'adaptation, est-ce que tu as des mesures précises dans cette Oui, ben en fait, ça dépend. Comme à l'échelle d'un quartier, d'une communauté, ils sont mieux s'adapter aux inondations. Ça pourrait être la construction d'une digue. À l'échelle de bâtiment, ben, ça pourrait justement être d'imperméabiliser un sous-sol ou ça peut être des mesures simples ou plus complexes. Je sais que dans le fond, dans le sud de Manhattan, donc après le passage de l'ouragan Sandy, donc je pense qu'on va commencer à bâtir un seawall, donc vraiment pour vraiment protéger, par exemple, le sud de Manhattan. Donc, c'est un peu ce genre de mesures d'adaptation. Donc, être capable une mesure d'adaptation, ça peut être ce genre de construction-là, par exemple, là, pour pouvoir mieux se protéger ou mieux se préparer face aux impacts des changements climatiques. Puis, ultimement, ben, ça nous permet justement de quantifier, ces outils-là, de quantifier la profitabilité des mesures d'adaptation, savoir à quels endroits c'est plus stratégique, disons, de s'adapter. OK, donc quelques éléments de méthodologie. Donc, si on veut établir, par exemple, l'impact
du changement climatique sur la dynamique des ouragans, bien évidemment, les outils importants d'un point de vue physique, c'est les modèles climatiques. Donc, quelques bases sur les modèles climatiques. Donc, ce sont des modèles physiques déterministes ici, donc, qui vont caractériser les interactions dans le cas, dans le fond, d'un modèle général, de circulation générale, donc l'énergie et la matière entre l'océan, l'atmosphère et la Terre. Donc, toutes ces interactions, donc ces échanges d'énergie à différents niveaux. Donc, on voit ici, par exemple, dans ce cas-là, donc on prend la planète Terre, puis on la divise pas juste en cellules, mais aussi en petits cubes. Donc, on divise la surface de la Terre en cellules, entre guillemets, des carrés. Puis même chose, on le fait, dans le fond, dans la troisième dimension, donc d'un point de vue vertical également, donc pour la dynamique de l'atmosphère. Donc, le modèle de circulation générale, donc c'est principalement pour l'ensemble de la planète, donc les interactions entre l'atmosphère, les océans et la matière. Un modèle de climat régional, donc généralement, va mettre l'emphase davantage sur une plus petite région, donc comme le nom le mentionne, donc par exemple l'Amérique du Nord. Puis souvent, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser les sorties qui viennent d'un GCM pour faire ce qu'on appelle forcer un modèle régional du climat. Donc, on va prendre dans le fond, les sorties autour des bornes. Autour d'Amérique, on pourrait prendre les sorties modèles qu'il y a autour de l'Amérique du Nord. OK? Donc, autour de la grille, ça va donner les conditions initiales pour un modèle à plus fine résolution, dans le fond, qui est résolu au-dessus d'une région plus petite, donc plus particulière. Donc, ici, ça nous permet d'avoir, encore une fois, les dynamiques physiques, les interactions dans l'espace et surtout aussi dans le temps entre les différentes cellules à une échelle généralement plus petite et à une résolution aussi qui est meilleure que les modèles que les GCM. Donc, comment on fait ça? Dans le fond, l'analyse des scénarios, les différents scénarios climatiques. Donc, ça se fait à partir de ce qu'on appelle des forçages radiatifs. Donc, à partir des scénarios d'émissions et de concentration de gaz à effet de serre, donc ce qu'on a à droite, qui viennent par exemple du GIEC. Donc, à partir de ça, c'est traduit en termes d'énergie. Donc, si vous attendez, par exemple, le fameux terme RCP 4.5 ou 8.5, bien, le 8.5, en fait, ce que ça signifie, c'est le bilan radiatif additionnel. Donc, c'est la quantité d'énergie additionnelle qu'on va forcer dans l'atmosphère pour pouvoir répliquer l'effet des gaz à effet de serre. Okay? Donc, dans le fond, c'est ce genre de scénario qui est utilisé dans les rapports d'évaluation du GIEC. Donc, AR5, c'est Assessment Report 5e édition, AR6, 6e édition. Donc, les scénarios sont ajustés, dans le fond, souvent à chaque rapport d'évaluation. Puis, dans le fond, donc, c'est à partir de ces forçages radiatifs qu'on va obtenir, dans le fond, des sorties de modèles climatiques cohérents avec les scénarios d'émission. Donc, ce qui va sortir des modèles climatiques, donc on va avoir plusieurs variables qui sont quand même importantes. Ce sont des inputs qui sont importants pour pouvoir mieux comprendre, par exemple, soit la dynamique des ouragans ou la dynamique, par exemple, des inondations. Donc, c'est des variables que j'appelle un peu plus fondamentales. Donc, on va avoir des sorties liées à la température, aux précipitations, l'humidité, les vents, etc. Tout ça, ben, c'est généré selon un format dans des grilles qui sont géoréférencées, donc avec différentes résolutions. Donc, on a vraiment beaucoup de données, donc des téraoctets de données qu'il faut traiter. Donc, ce qu'on appelle évidemment ici données massives. Sauf que le lien entre ces variables fondamentales-là et les risques financiers ben, demeure à faire. Donc, c'est ce qu'on va faire ici dans ce qu'on appelle une modélisation descendante. Avant d'établir la modélisation descendante, ben, je vais parler avec vous de la décomposition conventionnelle du risque. Donc, décomposition utilisée par soit les Nations Unies ou bien le GIEC. Donc, c'est la décomposition du risque, comme on l'entend souvent, par exemple, que ce soit en finance ou en assurance, en ces différentes composantes. Donc, l'aléa, la vulnérabilité et l'exposition. Donc, dans le fond, il y a un risque seulement si on se trouve à l'intersection d'avoir un aléa, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui peut causer des impacts sur la santé ou l'environnement. Par exemple, juste le fait qu'il y ait la possibilité d'un débordement de cours d'eau, ben, c'est un aléa. Donc, le débordement de cours d'eau est un aléa. Ensuite, vulnérabilité. Donc, ce sont des conditions qui augmentent ou diminuent les impacts d'un aléa. Fait que si, mettons, je place une maison, donc elle est exposée, si je place une maison sur le bord de l'eau, évidemment, la présence de fenêtres ou sous-sol va rendre la maison plus vulnérable. Finalement, l'exposition, donc la localisation et la valeur d'actifs qui sont ultimement exposés à un risque. Donc, par exemple, un sous-sol fini avec un cinéma maison,
ben, ça augmente l'exposition, évidemment, à un risque d'inondation. Mais on a un risque si on est seulement à l'intersection des trois. Donc, si par exemple, je me mettais à un endroit où l'aléa inondation est de 0, je vais avoir un sol fini, ça ne crée pas de risque. OK? Évidemment, la vulnérabilité. Donc, si j'ai un sol fini avec cinéma maison, mais que mon sous-sol est super bien imperméabilisé, qu'il n'y a aucune fenêtre au sol, il n'y a aucune possibilité que l'eau rentre, ben, dans un bunker, ben, en fait, ici, la vulnérabilité est faite. Donc, il va y avoir un risque quand justement on est exposé à un aléa et qu'on est également vulnérable à cet aléa. Donc, cette décomposition donne tout naturellement une façon de faire ici pour pouvoir établir une modélisation descendante. Donc, dans le fond, on va prendre les sorties de modèles climatiques, nos variables fondamentales, pour essayer de représenter les caractéristiques de l'aléa, c'est-à-dire, par exemple, l'impact température, précipitation, etc., sur la fréquence, l'intensité, la durée, l'empreinte de l'aléa. Puis, si on combine tout ça avec des données sur... Ça va en ligne? Parfait, merci. Si on combine, dans le fond, les données sur chacun des bâtiments, donc la géolocalisation des bâtiments, la hauteur du premier plancher ou des trucs comme ça, sur la vulnérabilité des bâtiments, on prend toutes ces données-là, ultimement, ben, ça nous donne, dans le fond, $1 de risque. Okay? Donc, d'où ici ce que j'appelle cette modélisation descendante, donc du climat jusqu'au risque. Donc, comment procéder? Ben, l'objectif, c'est d'utiliser, dans le fond, des modèles d'utiliser différents types de modèles, donc modèles statistiques, modèles d'apprentissage automatique, donc différentes approches, que ce soit, comme je disais, voyons, neural net ou des valeurs extrêmes. L'important, c'est qu'il y ait un lien, dans le fond, entre l'aléa et les variables climatiques pour pouvoir y aller. Donc, ce lien-là, généralement, on l'estime en première étape, donc estimation dans le climat présent. Donc, on va utiliser, dans le fond, des données historiques, donc que ce soit des séries temporelles, des réanalyses, souvent sous forme de grille pour pouvoir estimer le lien qui existe entre le climat et l'aléa. Puis ensuite, si on utilise des modèles climatiques qui sont cohérents avec l'étape 1, on peut utiliser les sorties de modèles climatiques pour pouvoir représenter, dans le fond, l'aléa à différents horizons dans le temps. Donc, en utilisant les sorties de modèles climatiques, donc ça nous permet d'avoir quelque chose qui est cohérent avec différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, et donc de représenter le risque à différents horizons. Donc, c'est ce qu'on va essentiellement appliquer dans cette modélisation hybride des cyclones tropicaux. Donc, c'est la dernière section. Donc, on va regarder ensemble ce qu'on a fait plus spécifiquement d'un point de vue de modélisation des ouragans. Donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est un facteur important de perte pour l'industrie de l'assurance et de la réassurance. Donc, comme on a vu, il y a des pressions qui viennent des investisseurs et des régulateurs pour quantifier les impacts financiers dus au changement climatique. Puis, souvent, pas juste souvent, mais pour pouvoir y arriver, il faut être capable d'assigner des probabilités à différents scénarios, d'être capable de simuler, en fait, plein de scénarios, plein de trajectoires d'ouragan. Okay? Donc, typiquement, si on veut être capable de savoir, par exemple, dans le comté de Sarasota que j'ai mentionné tantôt, c'est quoi la probabilité d'avoir 2 ouragans qui frappent au même endroit dans la même saison? Ben, ça prend beaucoup de simulations. Puis, idéalement, on va essayer de combiner justement les modèles stochastiques là, aux modèles climatiques. Pourquoi on veut faire ça? Parce que l'approche traditionnelle qui est utilisée en sciences du climat, ben, c'est insuffisant en gestion des risques financiers. Donc, typiquement, ce qui va être appliqué, c'est qu'on va prendre des sorties de modèles climatiques. Donc, on n'en a déjà pas tant que ça. On utilise des algorithmes de détection. Donc, on va essayer de détecter les caractéristiques qui donnent un ouragan. Donc, par exemple, la pression élevée à la surface de l'eau. Est-ce qu'on a des caractéristiques d'un ouragan, oui ou non? Puis à partir de ça, on va rouler ça sur plusieurs sorties de modèles. Donc, c'est extrêmement coûteux. La capacité de détection dépend évidemment de la résolution du modèle. Puis, si on veut être capable d'aller chercher des probabilités ou des scénarios qui peuvent arriver une fois au 1000 ans sur justement le comté de Sarasota, ben, ça prend quelque chose qui est spatialement précis, mais aussi pour tenir compte de l'incertitude, ça prend beaucoup de simulations. On n'a pas souvent suffisamment de sorties de modèles climatiques là, pour être capable d'y arriver. D'où la modélisation hybride. Donc, quelques universités à travers le monde se sont penchées sur cette problématique, donc modélisation hybride.
modèles statistiques et physiques, donc forcés par des modèles climatiques. Donc, il y a eu quelques éléments de base là, qui ont été mis en place là, par Kerry Manuel au MIT en 2006, mais vraiment, il y a un essor considérable de ces modèles-là, donc depuis 2018-2019, soit à Columbia ou aux Pays-Bas, à Princeton. Puis nous, en fait, à l'UQAM, on a travaillé on a fait une collaboration de recherche avec un réassureur. Donc, on a travaillé avec AXA XL, qui est la filiale de réassurance de AXA à Paris. Donc, on a développé, dans le fond, notre propre modèle aussi d'ouragan, donc notre modèle hybride qu'on a développé en parallèle, en même temps, en fait, là, que plusieurs des universités, sans trop le savoir, en fait. Donc, en travaillant sur le modèle, on a vu apparaître certains articles qui faisaient les choses différemment, mais aussi avec un esprit un peu similaire. Donc, ici, on a deux versions de modèle. Donc, une qui est déjà publiée, donc avec David Carosa, stagiaire postdoctoral dans notre équipe de recherche, puis Roberto ici, donc une version pour travailler sur des horizons futurs. Donc, les modèles diffèrent souvent dans la littérature sur la couverture géographique, les choix méthodologiques, puis souvent si les sorties de modèles sont disponibles ou non. Donc, justement, la capacité d'intégrer les modèles d'ouragan quand justement les sorties ne sont pas disponibles, c'est quand même assez limitant. Donc, comment on y arrive à faire une modélisation des cyclones tropicaux? Bien, on applique cette modélisation descendante, comme tantôt, mais on prend l'aléa, OK, puis on le coupe, on le structure en fonction de ces différents éléments. Fait que vous allez retrouver encore mon rectangle ou mon ovale climat en vert pour les conditions environnementales qui, elles, vont venir des modèles climatiques. Vous allez retrouver ici mes composantes de vulnérabilité et d'exposition qui vont me donner mon risque. Donc, entre les deux, dans le fond, on a pris l'aléa puis on l'a juste comme on en a fait une expansion là, pour être capable justement de caractériser le plus possible les dynamiques de notre ouragan. En fait, on commence avec ce qu'on appelle la cytogenèse, donc la localisation, la géolocalisation de la naissance d'un cyclone. À partir de ça, on va modéliser ce qu'on appelle la trajectoire, c'est-à-dire la localisation de l'œil de l'ouragan, par exemple, à chaque 3 heures ou à chaque 6 heures, donc dans le bassin de l'Atlantique Nord, par exemple, ce qui nous donne donc la vitesse et l'angle de déplacement de la trajectoire. Ensuite, on modélise l'intensité, c'est-à-dire le long de la trajectoire, on a besoin de savoir, dans le fond, la vitesse soutenue des vents, donc ce qu'on appelle l'intensité d'ouragan. Une fois que ça c'est connu, on peut aussi établir la structure des vents. Donc, ce n'est pas juste la vitesse proche de l'œil de l'ouragan, mais vraiment, par exemple, le rayon de l'ouragan, parce que dans le fond, les dommages d'un ouragan, ce n'est pas juste près de l'œil, mais c'est vraiment sur des centaines de kilomètres. Donc, ça nous prend une représentation de la structure des vents de l'ouragan. Donc, ici, c'est illustré, somme toute, assez grossièrement. Donc, l'étoile représente, dans le fond, le lieu de naissance du cyclone tropical, donc la cyclogenèse. Chacune des barres, encore une fois, c'est très grossier, mais ça peut être, par exemple, le déplacement à chaque 3 heures. Ici, dans le fond, on a quoi? Dans le fond, en pointillé, donc c'est le déplacement de l'œil à l'intérieur de cette période. Donc là, ici, j'ai commencé à mettre une structure de vent. Donc, plus on s'éloigne de l'œil, il y a une structure de vent. Donc, généralement, près de l'œil, donc pas dans l'œil, mais près de l'œil, c'est là que les vents sont les plus intenses. Plus on s'en éloigne aussi, donc les vents deviennent moins intenses. Puis en fonction des caractéristiques de l'ouragan, ça impacte aussi ce qu'on appelle le rayon des vents maximal, le rayon des vents à différentes vitesses. Donc, on peut avoir quelque chose qui est plus ou moins large, puis on doit représenter ça tout le long de la trajectoire. Ça, c'est une procédure qu'on doit répéter plusieurs fois. Donc, dans le fond, si on veut projeter jusqu'à l'an 2100, il faut le faire pour chacune des saisons, chacune des mois, parce que les conditions environnementales bougent mois par mois ou même jour par jour. Puis on fait ça, on répète ça pour plusieurs décennies, plusieurs sorties de modèles. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est donc d'avoir des scénarios ou des simulations de cyclones possibles compte tenu de l'incertitude liée au climat et compte tenu, dans le fond, des conditions environnementales observées dans l'Atlantique Nord ou dans n'importe quel bassin. Donc ici, en gros, voici comment on a représenté chacune des composantes du modèle. Donc, on a utilisé un modèle, climatique global, donc un GCM ici, donc qui est basé sur le Community Earth System Model du NCAR aux États-Unis. Donc, c'est un large ensemble. Donc, ça nous donne 40 simulations de toute la planète Terre selon le scénario RCP 8.5. Donc, ça nous donne à tous les jours. Donc, on peut utiliser ces données-là pour pouvoir calculer les conditions environnementales
à 1 degré de résolution horizontale. Ensuite, la cyclogenèse, donc pour pouvoir simuler des endroits où l'ouragan peut survenir. Donc, on va, par exemple, prendre le bassin de l'Atlantique Nord et le casser et créer une grille, dans le fond, ici à 2 degrés de résolution. Et on va dire qu'à chaque mois et à chaque cellule, il y a soit 0 ou 1 événement qui peut survenir. À partir des données historiques, des réanalyses et ce qu'on appelle ici IB-Track, c'est dans le fond le jeu de données principal des caractéristiques d'ouragan, mais on peut mieux comprendre, dans le fond, l'occurrence ici d'événements, donc en fait l'occurrence de cyclogenèse à partir de variables physiques comme la température de l'eau à la surface de l'océan, le cisaillement des vents, etc. Donc ici, on a juste créé 3 modèles dans le fond de cyclogenèse pour pouvoir, dans le fond, simuler des 1 et des 0 à chaque cellule et à chaque mois également. Une question rapide. Oui. Donc là, RCP 8.5, parmi les scénarios de l'IPCC, c'est plutôt un scénario avec un niveau important d'émissions? Oui, c'est celui le plus important. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez considéré aussi des scénarios un peu plus moyens, comme un 4.5 par exemple? Ça fait partie de ce qu'on veut faire dans le futur. En fait, quand on choisit un GCM, généralement, ça vient avec le scénario d'émission qui est comme forcé dedans. Donc, nous, on avait préférablement fait le choix d'avoir un large ensemble pour pouvoir mieux comprendre la variabilité interannuelle, puis justement la variabilité qui vient du modèle. Je ne suis pas sûr à quel point le CESM 1 ou 2 a aussi le RCP 4.5 disponible aussi. Nous, on voulait principalement regarder jusqu'à l'horizon 2060. C'est sûr qu'en RCP 4.5 versus 8.5, il y a des différences qui émergent à partir de 2000. Les différences deviennent de plus en plus significatives à mesure qu'on s'éloigne dans le temps. Peut-être à partir de 2040, 2050, mais je dirais que à court terme, l'objectif, c'était davantage de projeter dans le worst case, dans le fond, à l'horizon 2060, qu'est-ce qui peut potentiellement arriver. Évidemment, l'objectif dans tout ça, ça va être de voir tous les résultats qu'on va voir dans les prochaines minutes, à quel point c'est sensible au scénario d'émission, puis aussi au modèle. Parce que dans le fond, chaque modèle climatique va nous donner des dynamiques de variables environnementales qui sont différentes. Il y en a qui sont plus ou moins biaisées, il y en a qui se comportent plus ou moins bien à certains endroits. Donc, ça va évidemment impacter tout l'ensemble des composantes, parce que le climat, comme vous l'avez vu, est en haut de la chaîne de la modélisation descendante. Donc, toutes les conditions, justement, environnementales, on va le voir aussi, là. Toutes les conditions environnementales, CSM, ultimement, ils vont rentrer dans les différentes composantes du modèle à différentes étapes. Donc, c'est pour ça que le choix en haut, en termes de robustesse, est évidemment super important. Sinon, les trajectoires, donc on a représenté dans le fond à chaque 3 heures le déplacement vertical et horizontal, donc longitudinal et latitudinal de l'ouragan, en tenant compte de certaines variables environnementales. Premièrement, l'effet de Coriolis, qui est évidemment super important, donc qui est lié à la rotation de la Terre et qui impacte dans le fond le déplacement des ouragans, et aussi les vents dominants. Donc les vents dominants, ben, ils sont vraiment simulés donc, dans les modèles climatiques. L'intensité ici, on a utilisé une approche qui est totalement déterministe, donc dans le fond, en fonction des conditions environnementales et de où se trouve la trajectoire, on a calculé de façon déterministe avec les travaux de Kerry Emanuel la vitesse ou l'intensité des vents. Donc, ça dépend de plusieurs variables aussi dans l'atmosphère et à la surface de l'océan. Donc, pour pouvoir y arriver. Donc, on trouvait que c'était un bon compromis entre d'avoir des autres composantes stochastiques et celle-là déterministe, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments ici à devoir entrer dans l'équation pour avoir une représentation des vents. Certaines variables ont été ce qu'on appelle pré-traitées, donc certaines corrections de biais, puis dans le fond, on va devoir appliquer ce qu'on appelle aussi du post-traitement. Donc, il y a des biais aussi, on a certains biais dans les outputs, là, comme on va voir. Donc, voici en gros, dans le fond, la décomposition des différentes composantes, donc justement, comment les composantes du modèle climatique, dans le fond, ont un impact en cascade sur les différentes composantes du modèle d'ouragan. Donc, ici, par exemple, ces variables climatiques vont affecter la cyclogenèse. On ajoute d'autres éléments ici, dans le fond, les vents dominants, l'effet de Coriolis pour déterminer la trajectoire. Puis ensuite, on a besoin de certaines variables dans l'atmosphère pour pouvoir établir aussi l'intensité de l'ouragan. Question. Oui. C'est quoi l'effet Coriolis pour non ici? Roberto, tu me corrigeras, ou Lénine, tu me corriger si je me vais probablement me tromper.
à cause de la rotation de la Terre, dans le fond, une tempête ou un ouragan va avoir tendance à se déplacer, puis entre guillemets, son déplacement horizontal et vertical va être affecté par la rotation de la Terre. Donc, ce qui fait que les ouragans, par exemple, de l'Atlantique Nord, vont démarrer près des tropiques, mais on va avoir tendance à courber et à revenir. Donc, ça, c'est à cause de la rotation de la Terre. Je vois hocher Lénine et Roberto en disant oui, je pense que c'est correct. J'ai aussi une question dans le chat. Oui. Je sais pas si tu as dit un peu en retard. Pourquoi ne pas avoir utilisé un modèle physique pour la trajectoire? Il existe des modèles physiques, les beta advection, dans le fond, les modèles bêta advection. On les a appliqués. Puis quand on s'est mis à comparer avec les trajectoires observées avec IBTrax, on s'est rendu compte que le comportement n'est pas génial. Donc, on a juste comme laissé tomber l'approche physique pour les trajectoires, qui est quand même assez commune. Hein. Dans le fond, si on recule là, dans la revue de la littérature, là, le beta advection est souvent utilisé dans certains modèles, mais ça, nous, du moins avec ce qu'on a intégré avec le CESM, ça intégrait des biais beaucoup trop importants dans la modélisation de la trajectoire. Donc, on est revenu vers quelque chose de plus stochastique. Mais en effet, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. OK, donc quelques résultats. Donc, en termes de validation de modèle, donc pour la suite, c'est vraiment juste des diapos avec des figures, donc validation et projection pour le futur. Donc, OK, donc en haut, c'est la même figure, donc c'est les probabilités de cyclogenèse empirique. Donc, c'est ce qu'on a obtenu, dans le fond, dans IBTrax, dans le jeu de données des ouragans. Donc, on voit les zones où justement il y a plus ou il y a moins de cyclogenèse. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle le MDR, donc le Main Development Region. Sinon, on a le golfe du Mexique ici, dans lequel il y a assez de cyclogenèse. À gauche, RA5, c'est le modèle, c'est notre modèle, mais forcé avec des réanalyses, c'est-à-dire avec des pseudo-observations des variables environnementales au-dessus de l'océan. Donc, ce qui nous permet de regarder la qualité de nos modèles de cyclogenèse. Et à droite, ici, c'est forcé par notre modèle, le modèle climatique. Donc, on avait 3 modèles de cyclogenèse. Donc, on voit que le modèle RV, on voit les tons de couleur ici dans le MDR, fait quand même très, très bien. Mais c'est plutôt moyen dans le golfe du Mexique. Alors qu'à l'inverse, le modèle pays fait moyen dans ce qu'on appelle le MDR, donc la région de développement principale, alors que dans le golfe du Mexique, fait quand même très bien. Donc, on a pris les modèles en isolation, mais clairement, là, si on combinait RV et pays pour pouvoir modéliser dans l'espace la cyclogenèse, donc on aurait fort probablement quelque chose qui représente mieux l'échantillon. Sinon, une fois qu'on force le modèle avec le modèle CESM, donc pourquoi qu'on fait ça? C'est pour être capable de savoir l'adéquation. Si on projette dans le futur, par exemple, la cyclogenèse avec différents scénarios climatiques, il faut au moins savoir si entre 1980 et 2020, ça représente assez bien, si la combinaison représente assez bien la cyclogenèse. Donc, on voit que quand même, par exemple, dans le modèle pays, forcé avec le CESM, donc il y a quand même une certaine sous-estimation ici dans le MDR et aussi une sous-estimation dans le bassin, dans le golfe du Mexique. Donc, si on avait utilisé le CESM, en fait, on va l'utiliser, on devrait s'attendre à ce qu'on ait une sous-estimation du nombre d'ouragans, parce que justement, dans les régions principales de cyclogenèse, le modèle CESM a un petit peu des biais. Donc, si on le voit à droite, là, il y a du bleu, si j'ai mesuré les différences. Si on regarde le nombre d'ouragans que ça génère dans l'Atlantique Nord, donc ici avec mes 3 modèles forcés avec la réanalyse, donc avec des pseudo-observations, donc on voit qu'on réplique assez bien la variabilité dite interannuelle du nombre de cyclones tropicaux. Par exemple, avec le modèle RV, on a une corrélation temporelle de 84% avec les observations, alors qu'avec le modèle PI, on a une corrélation de 71%. Donc, dans notre capacité à reproduire la variabilité interannuelle. Si on regarde à droite, dans le fond, on regarde la variabilité, en guillemets, totale là, sur l'ensemble des saisons. En gris, c'est ce qui est observé, donc avec les boîtes à moustaches. Puis on voit quand même qu'en moyenne, disons, autour de la médiane, on fait quand même très, très bien. On a un petit peu moins de variabilité
Donc, dans le fond, avec notre modèle. Ensuite, si on combine, si on ajoute les trajectoires, donc si on ajoute dans le fond d'autres composantes, donc la modélisation de l'intensité et aussi des trajectoires. Donc, ça ici, c'est ce qui est observé, la colonne IV Tracks. La colonne CESM, c'est ce que nous, on obtient avec notre modèle forcé par ce modèle climatique. Et à droite, on a les différences. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va avoir une tendance à surestimer les trajectoires le long des tropiques, puis à sous-estimer les trajectoires et leur bifurcation, dans le fond, encore près des côtes. Donc, ça, c'est quand on regarde avec les observations. Ceci dit, si on regarde le pourcentage des différentes catégories en termes de l'intensification des ouragans, on fait quand même très, très bien. On réplique assez bien les catégories 3, 4 et 5. Quoique, on fait peut-être un peu moins bien dans les tempêtes tropicales et les catégories. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que au total, dans le bassin, on fait assez bien en termes d'intensification et de nombre d'ouragans intenses, mais on ne les envoie peut-être pas au bon endroit. Donc, encore une fois, la difficulté de bien représenter les différentes composantes est bien illustrée ici. En climat futur, qu'est-ce qu'on devrait s'attendre? Donc là, ici, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on change de décennie ou de période pour pouvoir voir comment le modèle climatique sous-jacent se comporte. Donc, là, ici, on se concentre juste sur les tendances. Donc, par exemple, avec le modèle PI et AV, donc on voit qu'on a peu ou pas de tendance, ce qui est cohérent avec la littérature sur le nombre de cyclones tropicaux. Donc, au moins, on a cet élément-là ici qu'on reproduit assez bien. Le modèle RV, on a une certaine tendance, donc une tendance de fond à l'augmentation qui semble vouloir s'accélérer dans les 40 prochaines années. Ceci dit, le modèle RV faisait bien dans certains éléments du bassin, moins bien dans d'autres. Donc, ça, c'est quand même à prendre en considération. Les deux modèles ici, AV et PI, semblent vouloir aussi projeter une certaine stabilité ou une décroissance cohérente avec la littérature. À droite, mesure de l'intensité, dans le fond des vents, donc avec le LMI, qui est le Lifetime Maximum Intensity, donc l'intensité maximale dans le fond, sur la trajectoire d'ouragan. Donc, on voit que l'intensité, le LMI médian, dans le fond, a tendance à augmenter. Donc, on voit les boîtes à moustache à droite qui semblent être davantage portées vers le haut. Ça demeure une légère augmentation par rapport à ce qu'on observe dans les périodes précédentes. Où est-ce que les ouragans pourraient se déplacer? Est-ce qu'on s'attendrait à ce que les ouragans se déplacent ou aient un comportement différent donc dans l'espace, dans un climat projeté? Donc, tantôt, on a regardé dans le fond l'aspect intensité, l'aspect fréquence, mais est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que ça se déplace plus vers l'est ou vers l'ouest, donc en fonction de la température de l'eau? Donc ici, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on s'attendrait à avoir davantage d'intensification sur la côte est des États-Unis, donc d'avoir plus de catégorie 3 et plus d'ouragans sur la côte est, donc comparé avec le passé. Donc dans le CESM, par exemple, ce qu'on observe beaucoup, on a une augmentation importante de la température de l'eau en surface et une diminution importante du cisaillement de vent. Ces deux combinaisons, ces deux variables qui, combinées, favorisent, dans le fond, le développement et l'intensification des cyclones. Donc, on a regardé ici le taux ou le nombre, dans le fond, le nombre de fois que les cyclones vont avoir tendance à toucher Terre, dans le fond, dans différentes périodes de temps. Donc, ici, on compare entre le présent et le passé. Donc, on voulait voir, en fait, qu'est-ce qui pourrait être potentiellement attribuable au changement climatique, puis attribuable à la variation de l'aléa. Donc, on entend beaucoup dans les médias, le risque de cyclones tropicaux a augmenté. Ben oui, les pertes ont sensiblement augmenté, mais on continue à construire dans des endroits à risque. Donc, il y a deux éléments ici à considérer. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans le passé, avec nos modèles, donc on voit qu'il y a une augmentation du taux d'ouragan qui touche, dans le fond, du taux d'ouragan, la probabilité de toucher Terre, il y a des ouragans qui touchent Terre, ici, dans le passé. Puis ici, ben, dans le fond, dans le futur, ben, je vous avais dit tantôt qu'on devrait s'attendre à une légère diminution totale. C'est pour ça ici qu'on voit que c'est relativement bleuté, donc cette légère diminution. Par contre, je vous avais parlé aussi de l'intensification sur le long de la côte est, mais on commence à le voir apparaître. Donc, catégorie 1, catégorie 3.
Donc, on voit un petit peu plus de rouge apparaître, dans le fond, vers le nord-est des États-Unis et sur la côte est du Canada. Donc, à partir de ce qu'on a modélisé, si on regarde les variations, dans le fond, en des périodes de temps, ben, la légère diminution, ben, on le verrait plus autour du Mexique et de la Floride, mais l'augmentation plus dans le nord-est des États-Unis et à la côte est du Canada. Maintenant, si on combine les augmentations de population avec l'augmentation du nombre, l'augmentation potentielle du nombre d'ouragans, donc ce qu'on appelle les changements dans le risque, bien évidemment, ce qu'on se rend compte entre les deux, bien, qu'il y a eu évidemment des augmentations importantes. Là, si on regarde les échelles ici d'augmentation, on est dans les 100 et 200 %. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi dans le futur, peut-être les endroits où potentiellement ça pourrait augmenter. Mais c'est sûr qu'à mesure qu'on construit le long des côtes, bien, on va peut-être avoir une augmentation au net du risque, parce que dans le fond, on va juste augmenter l'exposition. Puis ici, bien évidemment, sur le nord-est, on va avoir cette combinaison d'augmentation de l'aléa et de l'exposition. OK? Donc, c'est ce genre d'analyse-là quand même importante là, pour l'évaluation du risque. Puis, évidemment, tout ça est conditionnel à ce qu'on a fait avec le CES. Donc, en résumé, c'est ce que j'ai, en fait, c'est ce que j'ai exposé dans les dernières minutes. Là. Donc, modèle présenté qui reproduit très bien plusieurs caractéristiques des cyclones tropicaux. Donc, on a reproduit certains éléments, une légère diminution de la fréquence totale, augmentation de la vitesse moyenne, ceci dit assez modéré, déplacement vers l'est, les ouragans les plus intenses. Ce qui est peut-être plus important à souvenir, donc croissance de population et d'exposition, va demeurer un contributeur très important du risque. Donc, évidemment, on a encore un contrôle important sur l'augmentation du risque d'ouragan en faisant attention où on continue à construire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Donc, on a 2 bassins complétés. Il reste à compléter les 4 autres bassins pour avoir un modèle global. On va intégrer la structure complète des vents. Donc, ça, on l'a déjà fait dans un papier antérieur. Donc, on va juste intégrer, dans le fond, cet ancien module au nouveau modèle pour pouvoir capter les ouragans qui touchent presque terre. Donc, si l'œil ne touche pas terre, mais que, dans le fond, l'ouragan passe près des côtes. Donc, ça, on va pouvoir en tenir compte aussi. Transition extratropicale, donc dans le fond, dans les plus hauts degrés nord, dans le fond, dans l'Atlantique Nord, donc les ouragans vont changer de structure, peuvent se réintensifier, donc ça, ce n'est pas considéré dans notre modélisation. Évidemment, intégration des précipitations extrêmes, risque d'inondation, c'est quelque chose à terme qu'on veut faire au cours des prochaines années. Puis, à plus court terme, ben, cette analyse de robustesse, dans le fond, par rapport aux différents modèles et aux différents scénarios d'émission, c'est vraiment notre prochaine étape. Donc, on complète avec Roberto ce que j'ai exposé aujourd'hui, mais dans le fond, dans les prochains mois, je m'attends à ce qu'on travaille sur justement cette analyse de robustesse sur les scénarios, les horizons, puis aussi sur les modèles climatiques. Donc, vous pouvez me contacter si vous voulez avoir plus de détails, les liens vers les manuscrits, etc. Puis, je suis toujours en mode recrutement pour des étudiants motivés qui travaillent sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. On prendra quelques minutes pour des questions, si vous en avez.